Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde des Journées de l'économie. Pendant 1 heure et demie, nous allons parler de inégalité et climat. Je commence par me présenter. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Aujourd'hui, nous allons donc parler de inégalité et climat avec 4 invités que je vais vous présenter dans quelques secondes. Je pose d'abord un peu le sujet pour vous tous. La réalité actuelle, c'est que 10% des plus riches de la planète sont responsables de 45% des émissions de gaz à effet de serre, alors que seulement 13% des émissions proviennent des 50% les plus pauvres. Or, et c'est un paradoxe douloureux, les conséquences du réchauffement climatique affectent plus les plus pauvres que les plus riches, que ce soit à l'intérieur d'un même pays ou que ce soit entre les pays pris indépendamment. Alors, ce sont toujours les moins riches qui sont les plus vulnérables au changement climatique et malheureusement aussi, les politiques de lutte contre le changement climatique risquent, si elles sont mal calibrées, de renforcer les inégalités au lieu de les corriger. Et puis, avant de commencer cette table ronde, je vous rappelle une vérité toute simple, c'est que les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, restent dans l'atmosphère pour plus d'un siècle lorsqu'il est émis. C'est donc un problème de très long terme qui doit être réglé comme un problème de très long terme. Je vous présente nos invités aujourd'hui. Je commence par Céline Guivarch. Céline, vous êtes économiste du changement climatique au CIRED. Vous travaillez au Haut Conseil pour le climat et vous avez contribué au volume numéro 3 du 6e rapport du GIEC qui vient d'être publié. Lucas Chancel, on ne vous voit pas, mais vous êtes là avec nous. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à Paris School of Economics, et vous co-dirigez la World Inequality Database, et vous venez de sortir un rapport précisément sur le sujet de notre table ronde. Donc, on a hâte de vous entendre sur ce rapport. Julie, vous êtes à Washington. Merci d'être avec nous. Il est tôt pour vous. Vous êtes économiste au sein du groupe pour le développement durable de la Banque mondiale. Vous travaillez sur les sujets de croissance verte, sur les stratégies d'atténuation du changement climatique et l'adaptation et la gestion des risques. Et enfin, Marc Fleurbet, vous êtes économiste, professeur à l'École d'économie de Paris et directeur de recherche au CNRS. Alors, commençons tout de suite, parce que finalement, 90 minutes, ce n'est pas long du tout pour un sujet pareil. Je vais commencer par vous demander, Céline, de nous décrire un petit peu la situation actuelle que j'ai élaborée en 2 chiffres, mais vous avez des choses beaucoup plus précises. Quel est aujourd'hui le paysage de ces inégalités face au réchauffement climatique ? Bonjour. Alors, je pense que je vais un petit peu reprendre les différents éléments que vous nous avez donnés en introduction, parce que les inégalités entretiennent en fait des liens très étroits avec la question du changement climatique selon différentes dimensions. La première de ces dimensions, c'est les inégalités de contribution à causer le changement climatique. On sait maintenant, c'est un fait scientifique établi que l'influence humaine est la cause du changement climatique qu'on observe et plus précisément l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère due aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Et la contribution à cette accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, elle est très inégale. Elle est très inégale entre pays aujourd'hui. Elle est très inégale entre individus au sein des pays. Donc, si on regarde un petit peu aujourd'hui, le premier pays émetteur, c'est la Chine, mais parce que c'est aussi, si on ramenait à la population, on a à peu près les mêmes émissions de la Chine rapportées à sa population avec les émissions de l'Europe rapportées à sa population. Mais si on regarde la profondeur historique, puisque les émissions secs, particulièrement du CO2, ont un temps de résidence long dans notre atmosphère, et donc ce qui compte, c'est le cumul des émissions, parce que les pays qui sont riches aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, ont émis depuis plus longtemps. Ils restent les premiers responsables
du changement climatique qu'on observe aujourd'hui, hein, sur le cumul des émissions. Les États-Unis, c'est à peu près 25% du cumul qui est aujourd'hui dans notre atmosphère, l'Europe un tout petit peu moins, mais quelque chose comme ça, et la Chine, dont on parlait, ne représente sur le cumul des émissions que 13%, et puis un pays comme l'Inde, qui est aujourd'hui un grand émetteur, représente 3% du cumul, donc presque rien. On a cette première inégalité de contribution, et puis au sein des pays, ce qui a été montré aussi de façon robuste pour un grand nombre de pays, c'est que le revenu est, alors c'est pas le seul déterminant, hein, mais c'est le premier déterminant des émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que Lucas Chancel reviendra très largement sur cette question-là, des inégalités d'émissions entre individus. La deuxième dimension qui est extrêmement importante, c'est les inégalités d'exposition aux effets du changement climatique. Donc les inégalités d'exposition à des événements extrêmes plus intenses et plus fréquents, comme les vagues de chaleur ou des épisodes de précipitations intenses, par exemple, les inégalités d'exposition à la montée du niveau de la mer, au stress thermique quand on travaille dehors, par exemple, etc., etc. Et là aussi, ce qu'on montre, c'est que les impacts du changement climatique touchent de façon disproportionnée les pays les plus pauvres et bien souvent au sein des pays aussi les individus les plus pauvres, même si c'est parfois un petit peu plus nuancé que ça, et je pense qu'on pourra revenir sur ce point-là aussi. Et puis, au-delà de la question de l'exposition, il y a la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point on va être sensible à un impact donné. Et là aussi, les pays les plus pauvres et les individus les plus pauvres sont bien souvent les plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès à des possibilités d'adaptation, à des assurants, à des mécanismes d'assurance, etc. Donc là, on a les deux grandes dimensions et on se retrouve avec cette double peine d'une certaine manière où c'est les plus vulnérables et les plus exposés aux impacts du changement climatique qui contribuent le moins à la cause de ce phénomène. Donc ça, c'est des faits. Hein. Et ce qui me semble être la troisième dimension et qui est la plus intéressante, c'est face au changement climatique, il y a des solutions d'adaptation pour adapter nos infrastructures, nos sociétés à un climat qui change, et puis des solutions d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du phénomène. Et donc les actions et politiques publiques d'atténuation et d'adaptation peuvent elles-mêmes, selon comment elles sont conçues, selon comment elles sont mises en œuvre, peuvent amplifier les inégalités préexistantes ou au contraire les corriger d'une certaine manière. Et finalement, les coûts et les bénéfices de ces actions-là, elles peuvent davantage peser sur les ménages les plus modestes ou au contraire être ce qu'on va dire progressive, c'est-à-dire davantage peser sur les ménages les plus riches. Donc on pourra revenir sur les types de politiques publiques, mais par exemple une fiscalité sur le carbone, selon la façon dont elle est conçue et mise en œuvre, va peser plus, va amplifier les inégalités ou au contraire, si on utilise une partie des revenus de cette fiscalité-là pour compenser ces effets, peut diminuer les inégalités, diminuer la précarité énergétique, etc. Et puis la toute dernière dimension qui est liée à celle-là, je pense que c'est les inégalités dans l'accès aux décisions, parce qu'on sait que certains pays, certains individus, certains groupes sociaux ont moins d'accès aux prises de décision, moins de pouvoir pour infléchir les décisions qui sont prises, et que ça joue bien sûr sur la façon dont sont faites les politiques. Merci Céline pour cette première réponse. Je vais me tourner maintenant vers Lucas. Donc Lucas, vous venez de publier un rapport très intéressant que j'ai regardé. Continuez un petit peu sur la même veine de la présentation du sujet et expliquez-nous peut-être pourquoi c'est si important
de mesurer les émissions depuis le début, parce que dans votre rapport, par exemple, on mesure toutes les émissions depuis 1850. Et pour le public, ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous faites ça depuis 1850, pourquoi est-ce que vous n'avez pas commencé en 1990, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'isolez pas des périodes de temps différentes, et si vous le faites, comment le faire et à quoi ça servirait. On vous écoute sur le rapport. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je commence par m'excuser pour l'absence de vidéo associée à mon intervention. J'ai des petits soucis de connexion, mais par rapport à cette question large de notre discussion aujourd'hui, inégalité et changement climatique, je m'inscris totalement dans la continuité de ce que vient de d'énoncer et de décrire Céline Guivarch sur ces différentes facettes de l'inégalité liée au climat, l'inégalité de contribution au problème, inégalité face aux effets du problème et inégalité aussi vis-à-vis des conséquences, disons, indirectes de ce problème climatique que sont les politiques publiques. Et il n'y a pas de fatalité dans la manière avec laquelle on met en place ces politiques climatiques, mais force est de constater que souvent, pas tout le temps, mais souvent, ces politiques climatiques ont été facteurs d'exacerbation d'inégalités de revenus et de patrimoine. Je reviendrai là-dessus d'ici quelques instants. Pour répondre à votre question sur pourquoi est-ce qu'on commence en 1850, en fait, il n'y a pas de réponse absolue à cette question-là. C'est-à-dire que selon le focus que l'on souhaite mettre, selon la définition que l'on souhaite retenir de la responsabilité en matière d'émissions de CO2, on peut commencer en 1850 au début des émissions liées à la révolution, donc des émissions liées à l'activité humaine avec la révolution industrielle. On peut aussi décider que à partir du moment où les individus, les acteurs économiques ne sont pas conscients du problème, même si on est conscient du problème potentiel engendré par les émissions d'énergie fossile dès la fin du 19e siècle. Mais on peut aussi considérer que c'est vraiment qu'à partir de 1990, fin des années 80, que les individus sont vraiment conscients et donc sont responsables du problème. Mais moi, je pense que c'est déjà important d'établir effectivement les responsabilités historiques. Maintenant, ce qui me semble encore plus important aujourd'hui, c'est de regarder les responsabilités individuelles liées au changement climatique et de regarder ces responsabilités individuelles à l'intérieur des pays. Or, très souvent, on se limite à dire, voilà, un Français moyen émet environ 9 tonnes de CO2 par an et par personne, une fois qu'on a inclus les biens et les services liés donc à la consommation de ces individus. Donc, voilà, si j'ai un ordinateur portable que j'achète et que cet ordinateur portable a été produit en Chine, on intègre les émissions liées à la production de cet ordinateur portable, puisqu'il vient servir mon mode de vie. Et voilà, quand on prend tout ça en compte, on a des valeurs proches de 9 tonnes, 10 tonnes de CO2 par an et par personne en France, et puis on s'arrête là. Mais c'est vraiment pas suffisant parce que au sein d'une même société, il y a des inégalités de revenus et de richesse. Céline l'a bien dit, le revenu, la richesse ne sont pas les seuls facteurs qui viennent jouer sur ces différences d'émissions entre individus, entre vous et votre voisin, mais c'est le facteur le plus important. Pourquoi ? Eh bien, en fait, quand on regarde les émissions dites directes, c'est-à-dire les émissions qui vont être liées à l'utilisation de ma chaudière, l'utilisation de ma voiture, des émissions qui sont directes, qui sont émises au point d'utilisation de la source d'énergie, là, il y a une sorte de variation. C'est-à-dire que deux personnes qui peuvent avoir à peu près le même niveau de vie, qui peuvent avoir des niveaux de revenus très différents, peuvent avoir des niveaux d'émissions assez proches. Et puis, vous pouvez même avoir des individus qui sont assez riches, qui vont peu utiliser de leur voiture parce qu'ils n'en ont pas besoin pour aller travailler. Et donc, il va y avoir des niveaux d'émissions directes relativement faibles. Mais à partir du moment où on vient inclure l'ensemble des émissions liées à votre mode de vie, c'est-à-dire les émissions qui sont incluses dans votre consommation de biens et de services, et également les émissions qui sont associées à votre portefeuille d'actifs financiers, c'est-à-dire les émissions qui vont être liées finalement à vos décisions d'investissement,
et bien là, vous allez avoir un gradient d'émissions qui va être très fortement corrélé à votre gradient dans l'échelle des revenus et des patrimoines. Et c'est très important d'avoir ça en tête, parce que si on regarde les chiffres qu'on a récemment produits, notamment pour la France, les 50% les plus modestes ont des émissions de l'ordre de 5 tonnes de CO2 par an par personne. La moyenne est à environ 8,5, 9 tonnes par an et par personne. Et les 10% les plus riches sont à environ 25 tonnes par an par personne. Donc un rapport de 1 à 5 entre la moitié la plus modeste de la population et les 10% les plus riches. Et quand on met en place jusqu'à présent les politiques pensées pour répondre à cet impératif de réduction des émissions françaises dans d'autres pays, ça a largement été cette idée de taux, de mettre un prix sur le carbone avec un taux unique, que vous soyez très pauvre ou que vous soyez très riche, vous êtes censé payer le même prix, 45, 50 euros, et puis on est censé avoir cette rampe qui monte au fur et à mesure des années. On prend assez peu en compte en fait cette forte inégalité de contribution au sein d'un pays comme la France avec ce type de mesures. Et puis on va se retrouver avec des situations où il y a des individus qui sont contraints dans l'utilisation de leur voiture, contraints dans l'utilisation de leur chaudière, n'ont pas d'alternative directe, et ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant d'avoir les moyens d'accéder à cette alternative. Ces individus-là, qui vont être heurtés de plein fouet par ce type de politique climatique. Or, encore une fois, comme le disait Céline dans son propos introductif, on peut penser différemment les politiques climatiques. On pourrait se dire, en fait, les revenus générés par la taxe vont être largement redistribués. Ça n'a pas été le cas en 2018. Avec la taxe qui a précédé le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas de redistribution conséquente des recettes de la taxe carbone. Au contraire, en fait, dans les faits, une partie de l'argent levé par cette taxe carbone était utilisée notamment pour financer des réductions fiscales aux individus très, très aisés, dans le cadre de ce gros paquet fiscal de l'année 2018 en France. Mais on pourrait penser les politiques climatiques encore un peu différemment de ce qu'on a fait jusque-là, en se disant finalement, les investisseurs, ceux qui ont le choix de dire moi je vais investir ou non dans telle ou telle industrie qui est plus ou moins polluante, ont par définition toujours le choix, toujours des alternatives, parce que les décisions d'investissement, vous avez une panoplie de secteurs dans lesquels vous pouvez investir, plus ou moins verts, plus ou moins sociaux, plus ou moins je ne sais quoi, mais il y a une diversité très très large de choix d'investissement possibles. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment pensé d'outils politiques, fiscaux ou réglementaires pour vraiment aller s'attaquer à ce problème-là et vraiment accélérer le désinvestissement des secteurs carbonés et accélérer l'investissement dans les secteurs verts. Et on pourrait penser demain d'avoir typiquement un outil fiscal comme un ISF, un impôt sur la fortune, avec un malus en fonction du contenu carbone du portefeuille de vos actions. Et là, on voit qu'on pense le problème de manière assez différente de la taxe carbone telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent. C'est-à-dire que finalement, en fait, là, il ne s'agit même plus besoin de compenser les ménages qui vont être heurtés, puisque si vous avez un impôt sur le patrimoine, sur les décisions d'investissement, vous allez toucher presque par construction la moitié la plus riche de la population, puisque la moitié la plus pauvre n'a pas de patrimoine, ne fait pas de décision d'investissement, n'a pas d'actifs financiers. Et en fait, ça sera encore plus concentré que ça. Vous allez vous cibler sur essentiellement les 10% les plus riches. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ce premier propos, mais voilà quelques éléments sur les niveaux d'inégalité en France et pourquoi ça compte aussi quand on va penser les politiques climatiques. Et j'ai essayé de terminer avec cette proposition de taxe carbone un peu d'un nouveau genre qui va moins être sur la consommation. Et on a vu que les taxes sur la consommation peuvent avoir des effets sur des ménages qui sont contraints dans leurs habitudes de consommation et dans leur mode de vie, et à se décaler vers des politiques fiscales, mais aussi réglementaires. Très rapidement, il faudra interdire tout type d'investissement dans les énergies fossiles. Et donc, ces nouvelles politiques fiscales peuvent, à mon avis, être très utiles et efficaces pour accélérer la transition dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Lucas. Je vais me tourner maintenant vers Julie Rosenberg, qui est à Washington. Juste avant de vous donner la parole, Julie, je voudrais dire à toutes celles qui nous écoutent
qui peuvent évidemment poser des questions. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent. Hein, c'est le jeu de ces journées de l'économie. Vous pouvez les poser, elles seront lues sur le site web et je les répercuterai auprès de nos intervenants. Julie, ce qui a été dit jusque-là introduit un paradoxe qui est le suivant. Les pays pauvres contribuent moins au réchauffement climatique, les pays pauvres pâtissent plus du réchauffement climatique, double inégalité, double peine, et ça pourrait être tentant pour les pays pauvres de développer une argumentation du genre « nous, on ne va rien faire, on va laisser les pays riches avancer dans les progrès contre le réchauffement climatique, et puis lorsqu'une certaine égalité sera revenue, on s'y mettra nous aussi, mais pas tout de suite. » Et ça, selon vous, si j'ai bien compris, ce serait une très grave erreur. Expliquez-nous pourquoi. Oui, effectivement, ce serait une très grave erreur. Peut-être avant de parler de ça, je voudrais juste revenir très vite sur les inégalités en termes d'impact du changement climatique dans les pays en développement, un peu pour appuyer les propos de Céline et pour vous montrer quelques chiffres. C'est une étude qu'on avait fait en 2015 et qu'on a mise à jour récemment, où on avait calculé le nombre de gens qui tomberaient sous le seuil d'extrême pauvreté. C'est-à-dire le seuil d'extrême pauvreté, c'est 1,90 $ par jour à cause du changement climatique en 2030. Et on trouve que dans un scénario relativement pessimiste, ça pourrait être à peu près 132 millions de personnes qui tomberaient sous le seuil d'extrême pauvreté à cause des impacts du changement climatique. Sachant que 2030, c'est dans 10 ans et que les impacts du changement climatique à cet horizon temporel sont encore relativement limités par rapport à ce qui seront en 2050 ou après 2050 si on ne retourne pas à la tendance très rapidement. Et donc on voit que la majorité de ces personnes qui deviendraient extrêmement pauvres à cause des impacts du climat sont dans les pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil ou les pays d'Afrique subsaharienne. Si on regarde en pourcentage de la population plutôt qu'en nombre de gens, c'est vraiment les pays d'Afrique subsaharienne qui souffrent le plus, sachant qu'en fait les mécanismes de transmission des impacts les plus importants sont les prix des denrées alimentaires qui augmentent à cause des impacts du changement climatique sur l'agriculture et qui pénalisent les gens qui utilisent la majorité de leurs revenus pour manger, et les impacts sur la santé à travers l'augmentation de certaines maladies, de la prévalence de certaines maladies et les impacts des températures extrêmes sur la productivité du travail et du coup les revenus du travail. Donc c'était juste pour mettre un peu quelques chiffres derrière ce qu'on a déjà raconté. Après, effectivement, l'argument que j'entends beaucoup de la part des gouvernements avec qui on travaille ou de mes collègues, c'est de dire, OK, les pays en développement doivent se focaliser sur l'adaptation, sur réduire leur vulnérabilité aux impacts du changement climatique, et c'est aux pays riches de faire tous les efforts pour développer les technologies nécessaires pour réduire les émissions. Là où je pense que ce serait une grave erreur, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bénéfices qui viennent avec le développement de ces nouvelles technologies et de ces modes de vie plus sobres en carbone, qui sont nécessaires pour réduire les émissions. Et si les pays en développement n'adoptent pas les mêmes technologies en même temps que le reste, ils vont perdre en compétitivité à long terme et en bien-être, en mode de vie, etc. Aujourd'hui, des pays comme l'Inde ou la Chine ont des gros problèmes à cause de la pollution de l'air, par exemple. Ils mériteraient à réduire leurs émissions, même sans l'argument climatique, juste pour réduire les impacts sur la santé liés à la pollution de l'air, qui tue aussi des millions de gens tous les ans. Là où c'est difficile, c'est qu'en fait, dans les pays en développement, les institutions et les filières sont pas nécessairement en place pour adopter les nouvelles technologies qui sont développées en majorité dans les pays riches, qui sont les énergies renouvelables, les voitures électriques, ou même les technologies d'efficacité énergétique, de recyclage des déchets, etc., qui sont nécessaires. Je travaille en Argentine, par exemple, où la capacité pour générer de l'énergie renouvelable est très élevée. Il y a des plaines immenses avec du vent, il y a du soleil,
les prix des énergies renouvelables en Argentine sont plus bas que le prix des énergies fossiles. En revanche, finalement, ils n'arrivent pas à investir vite dans les filières des renouvelables puisqu'ils sont obligés de tout importer. Il n'y a pas de filière de production et d'installation de renouvelables en Argentine. Et comme leur balance commerciale est déjà très négative, qu'ils ont une dette extérieure très élevée, en fait, ils ne peuvent pas se permettre d'importer ces technologies. Et donc, il y a un des défis à relever, c'est vraiment d'être capable de transférer cette technologie, de développer des filiales dans les pays en développement, y compris peut-être l'étape supérieure, ce serait d'investir aussi dans la recherche et le développement dans ces pays-là pour inventer les prochaines technologies qui pourraient devenir compétitives dans le reste du monde. La Chine a fait ça avec les panneaux solaires, mais c'est jusqu'à présent un des seuls pays qui a vraiment mis beaucoup d'argent parce que le gouvernement a les capacités de le faire derrière la recherche et le développement dans les nouvelles technologies. Il y a un risque qu'on voit par exemple dans le secteur du transport, c'est que quand l'Europe et les États-Unis vont tous se tourner vers les voitures électriques, d'un seul coup, les pays en développement vont se retrouver avec plein de voitures à essence ou diesel qui vont être pas chères parce que le reste du monde n'en veut plus. Et du coup, ils vont continuer à utiliser des énergies fossiles comme ça, alors que les pays riches ont déjà récupéré des nouvelles technologies plus efficaces. Une dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que la plupart des nouvelles technologies bas carbone ont une intensité en capitaux plus élevée que certaines technologies fossiles. Par exemple, pour faire du renouvelable, il faut mettre plus d'investissement au début, même si après il y a moins de dépenses en opération et maintenance. Et en fait, encore une fois, c'est une barrière, c'est une inégalité dans les pays en développement par rapport aux pays riches, puisqu'ils ont moins accès au marché de capitaux, ils payent plus cher, ils payent des taux d'intérêt plus chers sur les marchés internationaux de capitaux. Et c'est pour ça qu'il y a un rôle important à jouer pour les organisations internationales comme la Banque mondiale pour faire des prêts taux préférentiels pour investir dans les technologies bas carbone. Et il y a aussi un rôle de la part des pays riches pour transférer des capitaux et transférer des technologies. Et c'est un peu là-dessus que le débat se joue aussi à la COP. C'est vraiment ce que demandent les pays en développement pour pouvoir avancer dans leurs engagements climatiques. C'est plus d'aide en termes de capitaux et de transfert de technologies. Stéphane, on ne vous entend pas. Voilà, là vous m'entendez, pardon. Puisque la Banque mondiale est un prêteur et un conseilleur responsable, quand vous êtes face à un pays qui vous demande de l'argent, est-ce que vous vous retrouvez dans la situation de lui dire non, ça, on ne va pas financer ça parce que la priorité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et on verra plus tard pour tel autre projet? Vous allez jusque-là ou comment vous... On va un petit peu dans cette direction, on n'y est pas encore complètement. La Banque mondiale a décidé il y a quelques années d'arrêter de financer les centrales à charbon, à part dans des cas spécifiques où ce serait justifié pour des raisons de priorité de développement. C'est arrivé une fois ou deux, mais en général, on ne finance plus de centrales à charbon. Il y a un débat en interne sur est-ce qu'on doit continuer à financer le gaz naturel ou pas. Et on s'est engagé, comme la majorité d'autres organismes multilatéraux, à aligner toutes nos opérations et financements d'ici 2025 avec l'accord de Paris. Alors maintenant, la discussion, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'aligner nos financements sur l'accord de Paris. Et typiquement, la question du gaz naturel, elle rentre là-dedans parce qu'on trouve encore des gens qui nous sortent des résultats de modèles pour dire mais en fait, il y a encore des investissements dans des nouvelles centrales à gaz, dans certains scénarios 2 degrés ou 1,5 degré, donc c'est bon, on peut continuer à investir. Donc maintenant, on est dans cette phase de discussion qui est pas juste une discussion interne, mais qui est aussi une discussion avec d'autres organisations pour décider, ok, quels sont les types d'investissements qui sont alignés avec l'accord de Paris.
Et c'est une question relativement complexe. Très bien. Donc, vous avez parlé du gaz naturel et du charbon, hein. On a évidemment envie de vous interroger sur le nucléaire, et d'ailleurs d'entendre tout le monde parler de ce sujet-là, mais ce sera pour tout à l'heure. Je vais passer maintenant à Marc Fleurbet. Marc, votre spécialité, c'est l'intergénérationnel. Effectivement, quand on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'on est honnête, on a envie de se dire il faut réduire les inégalités d'aujourd'hui, qui ne sont pas toutes liées au réchauffement climatique. On a beau dire que tout est lié, quand même des différences. Et en même temps, on a envie aussi de favoriser la transition énergétique et d'investir dans la transition énergétique. Comment ventiler les investissements, comment ventiler les efforts et comment essayer d'assurer une justice entre les inégalités d'aujourd'hui et les inégalités de demain? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est une question, vous avez raison, difficile et importante. Les modèles que les économistes font tourner pour essayer d'évaluer les stratégies optimales tournent sur plusieurs siècles, hein, de 3 à 6 siècles selon les modèles. On présente rarement les résultats qui vont au-delà d'un siècle, mais en fait, derrière, il y a toute une mécanique qui fait vraiment du long terme. Et les évaluations doivent mettre en balance les intérêts potentiellement conflictuels de plusieurs générations. Et il y a un facteur très important dans ces calculs qui est le taux d'actualisation, qui sert à valoriser les bénéfices ou les coûts qui se répartissent sur différentes périodes. Et c'est un sujet un peu sensible, un peu obscur pour les non-économistes, et j'aurais envie de dire même aussi un peu pour les économistes souvent. C'est un peu difficile de bien rentrer dans ce sujet. Et je vais essayer de vous résumer en quelques mots la problématique. On a coutume effectivement de donner moins d'importance à l'argent qui arrive dans le futur, et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Alors, il peut y avoir une raison de biais à l'encontre du futur qui consisterait à dire si quelque chose se passe dans le futur, c'est moins important simplement parce que c'est dans le futur. Alors ça, c'est la raison la moins justifiable, la moins acceptée d'introduire un poids plus faible pour le futur. Mais malgré tout, je la mentionne parce qu'il y a une raison qui est raisonnable de donner moins de poids au futur, c'est l'incertitude qui pèse sur l'existence même du futur. Quand on raisonne à plusieurs siècles, nous ne sommes même pas sûrs que notre espèce sera encore là, à cet horizon. Et donc, on parle de générations dont l'existence même est incertaine, peut-être avec une probabilité quand même assez forte d'exister, mais malgré tout, ça peut jouer sur le calcul. Mais ce qu'on préfère, enfin ce qui est plus facile à justifier, plus raisonnable, c'est de mettre un taux d'actualisation sur les sommes monétaires et non pas sur le futur en tant que tel. Et là, les raisons ont à voir. Alors, on parle souvent du fait qu'il y a un coût d'opportunité parce que on peut investir de l'argent sur les marchés financiers, obtenir un rendement dans le futur. Et donc, si on faisait une action qui apporte des bénéfices dans le futur avec un taux de rendement inférieur au taux du marché, on aurait envie de dire, ben voilà, ça ne vaut pas la peine, il vaudrait mieux investir dans des secteurs traditionnels. En fait, cet argument par le coût d'opportunité, il est un peu indirect et un peu faux. Le véritable argument, c'est de raisonner en termes d'arbitrage que nous sommes prêts à faire en tant que société, en tant que collectif, entre les différentes générations. Et il se trouve que si nous sommes sur un sentier de croissance optimale, très bien géré, alors cet arbitrage va reproduire les taux du marché. Mais lorsque nous ne sommes pas sur un sentier de croissance géré de façon optimale, il vaut mieux s'appuyer sur ces questions d'arbitrage éthique plutôt que sur les taux du marché qui risquent d'être biaisés et de représenter d'autres types de préférences. Alors, si on adopte cette approche éthique, qu'est-ce qu'on a comme considération? Il y a une considération essentielle, et ça revient à la question des inégalités, un peu au cœur de notre affaire ici, c'est que le futur sera, avec une très grande probabilité, plus riche que nous en moyenne. La croissance ne va pas s'arrêter brutalement, sauf grosse catastrophe qui, effectivement, n'a pas une probabilité nulle, comme je le disais, mais en moyenne, le futur sera plus riche que nous. Et dans les évaluations sociales, il est très habituel de donner un poids plus faible aux plus riches
aux plus pauvres, donner une priorité aux plus pauvres. Et donc, lorsqu'on applique ça à plusieurs générations, les pauvres en termes de génération, c'est nous. Les riches, ce sont nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et ceci conduit à effectivement justifier le fait que plus la croissance est prévue, est forte, plus les générations futures seront riches et moins on devrait leur donner de poids dans nos évaluations. Et ça conduit à un paradoxe que j'ai l'habitude d'appeler le paradoxe de l'écologiste de gauche, c'est-à-dire qu'il n'est pas si facile de vouloir à la fois sauver l'environnement et avoir une priorité très forte pour les plus défavorisés, parce que sauver l'environnement, c'est principalement aider les générations futures qui seront justement bien plus riches que nous, vraisemblablement. Et donc, il y a une tension entre ces deux objectifs, s'occuper des plus pauvres, ça c'est nous, s'occuper de l'environnement, c'est le futur. Alors, en fait, ce paradoxe n'en est pas vraiment un, et ce que mes collègues ont déjà dit aide à comprendre pourquoi ça n'en est pas vraiment un. Les plus vulnérables en matière notamment de changement climatique, mais aussi d'autres impacts de problèmes environnementaux, ce sont les plus pauvres. Et les plus pauvres du futur, compte tenu des délais de développement qui seront en partie liés à ces problèmes de changement climatique, eh bien, ne seront pas très riches pendant très longtemps encore, pendant plusieurs siècles. Et il y a la question de la répartition des efforts, comme ça a été souligné déjà par mes collègues. Les efforts peuvent être répartis de telle sorte que ce soit les plus riches d'entre nous aujourd'hui qui portent le poids principal des efforts d'atténuation et aussi d'adaptation. Et donc, on peut viser à faire en sorte que les politiques, notamment les politiques d'atténuation du changement climatique, fassent plutôt payer les riches pour bénéficier les plus pauvres du futur, pour éviter par exemple l'augmentation de la pauvreté extrême dont parlait Julie tout à l'heure. On peut même d'ailleurs, je voulais le mentionner en passant, on peut même aussi faire payer les riches du futur. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir sur le futur, mais on peut quand même le faire en utilisant par exemple des mécanismes de réforme des retraites. Alors, on est en train de parler en France de réformer les retraites pour les baisser, mais on pourrait faire l'inverse, on pourrait les augmenter et on pourrait mettre en place un système d'engagement qui fasse que des cotisations progressives par rapport aux revenus soient mises en place dans le futur pour payer ces retraites plus fortes. Et avec un système d'enchaînement des générations, on peut faire en sorte que ce soit, parce que si nos enfants ont un taux de cotisation plus élevé pour payer nos retraites, eh bien leurs enfants pourront aussi leur payer des retraites plus élevées et ainsi de suite. Et on peut comme ça transférer le coût de cette réforme très très loin dans le futur. Donc, on peut faire payer, si on s'organise bien, à la fois les riches du présent et les riches du futur pour sauver les pauvres du futur du changement climatique. Mais pour revenir à cette question vraiment intergénérationnelle, vous voyez, si on arrive à organiser les choses, que ce soit des riches d'aujourd'hui qui protègent les pauvres du futur, vous voyez que le taux d'actualisation qu'on devrait utiliser pour valoriser ce type de politique est en fait négatif, parce que les bénéficiaires dans le futur sont plus prioritaires, parce que plus pauvres que ceux qui contribuent à ces politiques. Donc le taux d'actualisation qui fait peur à tout le monde, surtout aux non-économistes, en fait, on peut l'ajuster, on peut même le rendre négatif si la politique est bien calibrée. On ne vous entend pas, Stéphane. Je vais me tourner à nouveau vers Céline. Je disais en introduisant la table ronde que les politiques de lutte contre le réchauffement climatique, si elles sont mal calibrées, mal ciblées, mal rythmées, peuvent avoir l'effet inverse de celui qui est recherché. Et donc j'aimerais vous entendre un petit peu sur la fameuse question de la taxe carbone, qui, Dieu sait si en France, a fait couler beaucoup d'encre, et même peut-être un peu de sang. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous avez un mode d'emploi pour la taxe carbone juste, ou alors est-ce que vous considérez qu'il faut mieux aller chercher une autre méthode pour résoudre le problème? Oui, vaste question. Peut-être de façon préliminaire, il me semble que ce qui est juste est aussi sujet à discussion. Est-ce que les uns et les autres vont considérer comme juste
peut dépendre de la position dans laquelle on se trouve dans la société, et que c'est aussi un construit social, ce qui est juste. Et donc, il n'y a pas une recette objective, voilà, ça c'est juste, à mon avis. Et c'est donc à prendre de façon assez large comme question. Et je pense que sur la fiscalité carbone, ce qu'évoquait Lucas Chancel, finalement, c'était un paquet fiscal un peu plus général que ça, qui a effectivement fait déclencher la crise des Gilets jaunes, et pas uniquement la fiscalité carbone en elle-même. Maintenant, si on regarde très précisément la fiscalité carbone en elle-même, en France, telle qu'elle est mise en place, et en fait, ça revient à ce qu'on discutait sur les inégalités d'émissions entre ménages en France. Donc, Lucas nous disait, oui, il y a un facteur 1 à 5, mais les inégalités de revenus, en fait, il y a un facteur qui est plus grand. Et donc, finalement, si vous mettez un prix le même pour tout le monde, en proportion du budget, il va représenter une proportion plus grande pour les ménages les plus pauvres. Et donc, on a une fiscalité qui est effectivement, dans notre jargon d'économiste, régressive. Ça veut dire qu'elle pèse en proportion du budget plus pour les ménages les plus pauvres. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays, particulièrement dans beaucoup de pays riches. Ça peut être un petit peu différent dans les pays en développement où les ménages les plus pauvres, finalement, sont tellement pauvres qu'ils ont très peu accès à l'énergie, et que finalement, ils n'ont pas de véhicule, ils ont très très peu de dépenses énergétiques, et donc finalement, c'est une petite part de leur budget aussi. Mais ça pose les questions d'accès et de besoins de base pour vivre. Donc, c'est un petit peu autre chose. Mais donc, voilà pour les analyses qui ont pu être menées sur la fiscalité carbone en France telle qu'elle est conçue. Par contre, une fiscalité, ça donne un revenu, et on peut décider d'utiliser tout partie de ce revenu pour compenser une partie des ménages. Et il y a des études à l'époque, notamment dans mon labo, qui avaient été faites et qui montraient qu'avec une partie du revenu de la fiscalité en France, c'était possible de compenser son côté régressif, voire même de réduire la précarité énergétique qu'on a en France en visant les compensations pour les ménages les plus pauvres. Une autre des choses qui a été montrée, et si on disait avec Lucas que le revenu est le premier déterminant, le premier facteur explicatif quelque part des émissions, ce n'est pas le seul. Et en fait, il y a beaucoup de variations au sein des classes de revenus dans leurs émissions, et donc dans le poids d'une fiscalité carbone. Tout simplement, selon le type de territoire auquel on habite, on va être ou pas dépendant de la voiture, on va ou pas avoir un logement qui est bien isolé, ou au contraire une passoire thermique, et c'est pas toujours complètement dépendant du revenu. Et donc on a ce qu'on appelle des inégalités horizontales au sein même de classes de revenus, et ça c'est beaucoup plus difficile de compenser ce genre d'inégalités et de viser les compensations d'une fiscalité carbone. Donc en fait, ce que ça veut dire quand même, c'est que une fiscalité de type carbone pose des problèmes pour certains ménages qui n'ont pas, pour qui ça pèsent sur le budget et qui n'ont pas accès à des solutions alternatives. Et c'est là que finalement, il y a aussi à réfléchir à construire ces solutions alternatives à la dépendance à la voiture, et qui sont des choix collectifs au niveau des territoires, et puis des financements plus largement, des choix au niveau national
d'organisation de nos villes, de nos infrastructures, de choix d'investissement pour rendre nos sociétés moins vulnérables à l'augmentation du prix des énergies ou à une fiscalité carbone et construire ces alternatives-là. Donc, on élargit un peu le spectre des politiques, mais quelque part, pour rendre une fiscalité carbone possible et efficace, il faut construire ces alternatives-là qui sont des investissements, qui sont des choix d'aménagement, etc. Encore une toute petite question pour vous, Céline. Vous avez dit les inégalités sont plus ou moins difficiles à cerner et à compenser, et vous avez insisté sur le fait que les inégalités horizontales sont particulièrement difficiles à compenser et à appréhender. Alors moi, j'ai une petite question qui n'est pas une devinette, mais j'ai une inégalité encore plus difficile a priori, c'est la suivante. C'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler les émissions utiles et les émissions vaines. Je prends l'exemple suivant. Vous allez à New York en avion. La première personne va à New York en avion pour passer un PhD sur le réchauffement climatique, par exemple, à l'université de Columbia. Et un autre va à New York en avion, avec le même avion, pour faire du shopping. Comment faire apparaître le fait que ce ne sont pas les mêmes émissions quand même? Parce que le bien-être de l'humanité n'est pas impacté de la même façon. Est-ce que vous avez un moyen de... Il faut poser cette question-là aux plus philosophes d'entre nous, je pense. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est effectivement que les usages de l'énergie et plus largement les émissions ne correspondent pas forcément à la satisfaction des mêmes types de besoins. Et il y a certains besoins qui sont des besoins de base, manger, être abrité sous un toit, avoir accès à l'éducation, à la santé. Et effectivement, dans l'humanité, il y a encore une partie très importante qui n'a pas accès à ces besoins de base-là sont pas satisfaits et c'est une priorité quelque part. Et si des émissions sont prioritaires, elles sont certainement là. Après, comment mettre des politiques publiques qui fassent des différences? C'est un peu ce que, par exemple, la proposition de Lucas Chancel de chercher à faire passer les choses, pas uniquement sur la consommation, mais aussi sur le patrimoine. Voilà, donc il y a énormément de possibilités. Et puis, entre pays, il y a toute la question de ce qui est en train de se négocier en ce moment à Glasgow sur la question de la solidarité internationale, finalement, et du financement, où pour l'instant, on n'est pas à la hauteur de ce qui a été promis, et ce qui pose une question d'équité très, très criante, en fait. Merci. Oui. Merci Céline. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre position sur comment différencier les émissions utiles des émissions vaines? Ou alors, je passe aux questions suivantes. Peut-être une remarque, mais j'ai l'impression que Marc allait aussi intervenir. Non, je voulais juste te dire que j'étais très content de la réponse de Céline et très content que ce soit elle qui ait eu cette question. Lucas, vous avez un point à développer? Oui, alors déjà sur la question de la mesure des émissions, les débats nécessaires et compliqués, il n'y a pas de réponse simple à la question que vous soulevez ici. Ces débats sont aujourd'hui vraiment très difficiles parce qu'on manque de données de base sur ces questions-là. Déjà, les données au niveau national, combien est-ce que la France émet de CO2 ? On a ces données avec un certain retard quand il s'agit de mesurer les émissions dites territoriales, c'est-à-dire les émissions faites en France par les acteurs économiques français. On a encore plus de retard dans la production de ces données une fois qu'on tente d'inclure les émissions faites à l'étranger pour subvenir aux besoins des ménages français.
Depuis quelques années, on a des chiffres sur ces émissions-là, produites par des agences ou en partenariat avec des agences gouvernementales, mais ça vient avec 3 ou 4 ans de retard. Et on a zéro information officielle sur l'inégalité de ces émissions. Donc là, il y a vraiment un sujet sur quel est notre observatoire statistique nous permettant d'avoir ces débats qui sont compliqués et qui font, par définition, intervenir différentes conceptions de la justice sociale, différentes conceptions de comment réduire les inégalités, et personne n'a exactement la même manière de voir les choses. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces débats publics, informés, et ces données derrière. Peut-être juste un point pour fixer les débats. Une manière de voir les choses, ça pourrait être de se dire, eh bien, dans une certaine conception de ce qui est juste, eh bien, ça devrait être de dire, en 2030, la France a une cible, on a une cible d'émissions nationales à atteindre. Et ben, peut-être que la justice, ça serait de diviser cette cible-là par le nombre de Français et de Françaises en 2030. Et là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que chacun émette 5 tonnes par an et par personne. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de décrire il y a quelques minutes, c'est que c'est à peu près le niveau d'émission de la moitié la plus pauvre de la population française. Et qu'est-ce qui justifie de dévier de cette cible? En fait, si on dévie de cette cible, il faut avoir de très bons arguments pour qu'il y ait des gens qui soient au-dessus. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est important. C'est compliqué, hein, l'idée de se dire qu'on ait une carte carbone où chacun émette exactement la même chose. Ça pose des problèmes informationnels difficiles. Ça pose aussi des questions de justice sociale pas simples. Mais voilà, je pense que c'est quand même, il faut partir de ça, et toute déviation par rapport à cette cible devrait être justifiée. D'accord. Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste pour donner le point de vue international sur cette même question? Bien sûr, Julie. Parce qu'en fait, on a ce même problème de la mesure des émissions dans les pays en développement. En particulier, maintenant, il y a un grand débat autour des ajustements aux frontières que l'Union européenne veut mettre en place sur ses imports, ce qui, bien sûr, a un impact sur la compétitivité des pays en développement qui exportent du bœuf, des produits agricoles, des produits industriels. Et en fait, la taxe qui va être ajoutée aux frontières dépend de l'intensité carbone des produits, sauf qu'en fait, les pays ne mesurent pas l'intensité carbone de ces produits-là, ils n'ont pas les données. Donc l'Union européenne dit, bon, si on n'a pas les données, on va utiliser des références internationales, on va prendre des moyennes, des données qu'on a déjà, ce qui peut pénaliser des pays, en particulier en Amérique latine où je travaille, qui en réalité ont des systèmes énergétiques propres par rapport au reste du monde, qui vont se retrouver à payer plus cher, enfin être taxés plus que les autres par rapport à ce qu'ils émettent vraiment, juste parce qu'ils ne mesurent pas leurs propres émissions au niveau de chaque secteur. Donc là-dessus, il y a cette question de la justice derrière, elle se pose dans les données économiques auxquelles on a accès. Mais après, pour revenir sur ce que Lucas vient de dire, moi je suis d'accord, mais au niveau international, ça fait 20 ans qu'on n'avance pas, parce qu'on dit justement que c'est aux pays riches de payer pour les pays pauvres pour réduire les émissions, parce que on en a discuté beaucoup, les pays pauvres ne sont pas responsables des émissions historiques. Et en fait, on n'avance pas parce que si on mettait un marché mondial du carbone et qu'on distribuait les quotas de façon à ce que ce soit les mêmes quotas par tête partout dans le monde, ça impliquerait de donner beaucoup plus de quotas aux pays pauvres qu'aux pays riches. Et à ce moment-là, les pays riches devraient acheter les droits à polluer aux pays pauvres, et ce seraient des transferts financiers colossaux qui sont bien sûr impensables. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment avancé sur cette question des marchés internationaux du carbone, parce qu'en fait, si on regarde les sommes qui devraient être transférées des pays riches vers les pays pauvres, personne n'acceptera jamais une chose pareille. Enfin, on aimerait bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc j'ai l'impression qu'à l'intérieur des pays, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on donnait un budget par tête égal à chacun en France, politiquement, ce serait infaisable. Enfin, Mais Merci. bon, Lucas va vouloir répondre. Lucas peut répondre, évidemment. Oui, je suis
bien aligné avec ce qui vient d'être dit sur la dimension internationale du problème. On n'a pas de gouvernement mondial, on n'a pas de police mondiale, on n'a pas d'État redistributeur au niveau mondial. Mais la discussion, donc au niveau mondial, l'idée d'avoir un prix unique du carbone, une manière unique de gérer le problème, et a contribué notamment à la lenteur des négociations internationales sur ce sujet. La discussion, en mon sens, est très différente quand on regarde au sein d'un État et d'un État-nation, avec un appareil redistributif, avec ses politiques sociales, ses politiques fiscales, etc., avec la capacité de faire de la redistribution. Et les États ont cette spécificité que ce sont les acteurs, c'est à ce niveau-là que s'opère le plus grand niveau, les plus grandes masses de redistribution. Personnellement, je pense effectivement que des quotas carbone à un niveau national, c'est plus une manière de, se fixer les ordres de grandeur sur, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire d'atteindre l'objectif de X% de réduction au niveau national, qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau des individus. Avoir une carte carbone sur la totalité de ces émissions semble effectivement aujourd'hui compliqué, même si on est quand même dans un monde où les informations sont pléthores, où certains acteurs connaissent à peu près tout de notre vie intime. Et bon, là, avec quelques évolutions technologiques et numériques qui sont, en mon sens, à notre portée, on pourrait avancer sur ces questions de carte. Mais cela dit, c'est pas nécessairement la solution que je préférais. Mais par contre, si on dévie de cette carte-là, de cette idée qu'en fait chacun doit être à un même niveau, en mon sens, ça justifie davantage encore plus de redistribution des plus aisés, des plus polluants, vers ceux qui ont moins les moyens de réduire leurs émissions et ceux qui d'ailleurs ont déjà des émissions qui sont relativement faibles par rapport à cette cible lorsqu'on l'exprime en émissions par habitant au niveau français. Donc voilà, les 10% du haut sont à 25 tonnes, 5% du bas sont à 5 tonnes, et les émissions françaises en France doivent être réduites à 5 tonnes par an et par personne en 2030. Donc, il faut pas nécessairement prendre cette vision-là au pied de la lettre, mais en mon sens, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi, en fait, il faut à la fois des politiques de taxes carbone qui sont pensées de manière sociale, mais il va falloir aussi, en plus, des politiques sociales assez classiques ou de redistribution assez classiques pour accélérer la transition, pour permettre une redistribution, c'est-à-dire pour flécher des investissements vers des services publics bas carbone, de transport, de chaleur, etc., etc. Merci Lucas. Marc, peut-être on pourrait parler d'un des aspects ricochets très importants du réchauffement climatique, qui sont les migrations. Donc le réchauffement climatique crée des inégalités, il crée aussi des migrations. Quelle est la meilleure façon de réagir face à cet aspect-là? Quel est l'intérêt des pays si on faisait le calcul un peu cynique des inégalités que j'ai aujourd'hui dans mon pays et des inégalités que je vais avoir s'il y a trop de réchauffement climatique, quelle est la politique que l'on doit mener vis-à-vis de cette question de la migration? Oui, c'est une question compliquée parce qu'il y a des migrations pour de nombreuses raisons, et pas seulement des raisons climatiques. Et c'est vrai que les raisons climatiques vont devenir de plus en plus importantes. Ce qu'on ne sait pas très bien encore, c'est si ces migrations seront plutôt internes ou largement externes. Donc, il est possible qu'un grand nombre de ces migrations restent à l'intérieur d'une zone assez étroite, que les gens quittent les zones les plus dangereuses ou les plus invivables, mais ne se déplacent pas nécessairement très loin. Mais il est possible aussi que lorsque toute une zone géographique assez large devient vraiment très handicapée en matière de rendement agricole, en matière de niveau de pauvreté, et voire en matière d'habitabilité, il y ait des mouvements massifs de population. Alors, je ne crois pas que quiconque ait la solution simple et facile à mettre en œuvre à ce problème. L'idéal, bien sûr, ce serait que tous les pays puissent obtenir un niveau de développement qui permet de développer des solutions d'adaptation pour que les gens puissent rester là où ils ont
le plus d'attache. La migration, c'est toujours quelque chose de coûteux et de difficile pour ceux qui la vivent. Et les problèmes, je dirais, politiques des pays d'accueil sont presque mineurs par rapport à ces questions humaines vécues par les pays d'origine et par les populations en déplacement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de solution simple, mais c'est vrai que s'attaquer au changement climatique de façon très ambitieuse, c'est au fond la solution, la politique la plus raisonnable, c'est la politique de premier rang pour éviter que les migrations climatiques massives se produisent et qu'on ait à gérer ce problème en plus de tous les autres problèmes. Donc, une petite anecdote. Ce matin, dans une autre session, quelqu'un nous parlait de la situation en Syrie qui s'est aggravée en fait depuis les années 80 à cause d'une sécheresse. Il y a peut-être un lien de cause à effet entre ce qui s'est passé, notamment au cours de l'année 2015 avec un mouvement migratoire assez important, et les conséquences politiques par ricochet qui ont peut-être affecté même ce qui s'est passé dans les élections américaines en 2016. Donc, il y a des conséquences effectivement qui peuvent aller très loin et qui trouvent leurs racines dans les changements climatiques. Donc, faisons le maximum pour éviter que ce type de phénomènes en domino se produisent et se reproduisent. Merci. Mais ce n'est pas vraiment une réponse à votre question. S'il se produit, que faut-il faire? Donc, j'ai des collègues à l'École d'économie de Paris qui réfléchissent à comment répartir de façon juste les efforts d'accueil entre les pays qui reçoivent les réfugiés climatiques. Donc, il y a différents mécanismes, y compris des mécanismes de quotas échangeables, ce qui fait quelquefois un peu bondir les non-économistes, mais qui correspondent à mettre en place des mécanismes de compensation pour que les responsabilités soient réparties. Donc, il y a effectivement encore des solutions nouvelles à explorer dans ce domaine. Merci beaucoup. Julie, je reviens vers vous comme promis, puisqu'on étudie aujourd'hui, on discute aujourd'hui des inégalités face au réchauffement climatique. Une des bonnes idées, c'est de limiter le réchauffement climatique. Et à ce sujet, il y a un grand débat en Europe, notamment entre la France et l'Allemagne, par exemple, sur le rôle que pourrait jouer le nucléaire. En France, il y a toute une série de gens qui disent la solution vers la neutralité carbone, c'est des renouvelables combinés à du nucléaire et c'est le chemin le plus raisonnable vers la neutralité carbone et vers le plus de justice possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis laissé dire que la Banque mondiale n'avait strictement aucune opinion sur le sujet et que le mot n'est même pas prononcé. Alors, d'abord, j'exprime ma surprise, et puis deux, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Effectivement, je me suis renseignée un petit peu depuis notre discussion. La réponse qu'on m'a donnée sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de nucléaire, c'est parce qu'on n'a aucune expertise sur le nucléaire. Pourquoi est-ce que nous avons aucune expertise sur le nucléaire? Je pense qu'il y a des raisons politiques derrière, bien évidemment, mais aussi parce qu'en réalité, les projets d'énergie nucléaire sont des projets complexes qui nécessitent d'avoir des institutions fortes dans les pays qui, en général, ne sont pas en place. Je pense que d'un point de vue sécurité, en général, on peut pas faire les investissements à cause de ça, pas tant à cause de je sais pas, des impacts économiques ou sur les émissions. Peut-être que à l'avenir, la Banque mondiale va mettre plus d'efforts dans notre capacité technique à financer des projets nucléaires. Aujourd'hui, je pense que les conditions sont pas en place dans les pays dans lesquels on finance des projets d'énergie. Et en fait, c'est quelque chose de plus général sur lequel je voulais revenir, c'est-à-dire que on fait tourner des modèles, par exemple, pour essayer de comprendre quels sont les meilleurs investissements étant donné tout un tas d'objectifs qu'on se donne, que ce soit réduire les émissions, augmenter l'accès à l'énergie, etc. Et puis finalement, on se retrouve à financer des projets différents parce que les projets qu'on trouve qui sont optimaux d'un point de vue socio-économique sont pas faisables techniquement ou politiquement. Et c'est un peu la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que j'entends souvent
qu'il y a plein d'argent disponible dans les fonds de pension ou dans des fonds privés prêts à investir dans le développement durable, dans les énergies vertes, dans les marchés émergents, et qu'on ne trouve pas les projets. Parce qu'en fait, il manque la capacité technique sur le terrain pour mettre en place ces projets-là. Ce qui est aussi le cas pour le nucléaire. Et ce qui est le cas pour les nouvelles filières de renouvelables, etc. Donc, en plus de générer les financements nécessaires, il faut développer les capacités techniques sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui prend plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'aussi les transitions se font lentement. Mais pour bien comprendre, vous insistiez tout à l'heure sur le caractère, l'importance de procéder à des innovations technologiques, y compris dans les pays pauvres, pour se diriger vers une meilleure situation climatique. Donc, l'innovation dans le nucléaire est exclue de ces efforts pour l'instant, de votre point de vue. De la part de la Banque mondiale. D'accord. Ouais. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce qui a été dit avant. Moi, j'aime beaucoup l'idée de faire des politiques focalisées sur les investissements plutôt que sur la consommation. Je pense que c'est aussi une manière de faire payer les générations futures. Si on suppose que les générations futures sont plus riches et sont celles qui doivent payer. Puisqu'en fait, on accumule de la dette pour investir plus aujourd'hui et c'est les générations futures qui vont devoir payer pour les bénéfices en question. Ça permet aussi politiquement de pas taxer la consommation aujourd'hui pour les gens qui sont pas capables de faire des changements de mode de vie immédiats. Merci beaucoup. J'aimerais me tourner vers Lucas maintenant, et c'est une question qui est un peu liée à l'actualité de la COP26, mais est-ce que vous faisiez allusion tout à l'heure au rôle que les investisseurs peuvent jouer en sélectionnant des actifs pour investir, des actifs qui soient plus responsables sur le plan climatique. Il y a en ce moment une opération considérable en Europe qui s'appelle la taxonomie verte et qui essaye justement de rendre ce service aux investisseurs, de leur faciliter, de leur donner une sorte de grille de lecture des actifs, leur permettant de choisir avec une grande précision les actifs positifs pour le climat et les autres. Vous qui avez fait ce rapport, est-ce que vous pouvez nous comparer les grandes régions du monde? En Europe, on entend souvent dire c'est l'Europe qui est leader dans les innovations sur ce sujet-là. Est-ce que d'abord c'est vrai? Est-ce qu'il y a des pays leaders? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques dans certains pays dont on devrait s'inspirer? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme sorte de benchmark mondial sur ce sujet? Alors, sur la question des innovations technologiques à venir, et peut-être pour faire le lien avec votre question précédente sur le nucléaire, je pense que il y a une vision de la transition écologique qui consisterait à dire aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses technologiques et on va en fait croiser les doigts, investir à fond dans la recherche et le développement, notamment sur le stockage et la captation du carbone, et on va y arriver comme ça. Il me semble que c'est un pari extrêmement risqué sur le futur. Il me semble que c'est parfois un acte de foi dans des développements technologiques qui sont incertains. Cet acte de foi est problématique parce qu'on dispose aujourd'hui de technologies bas carbone qui sont au prix du marché, voire qui sont en fait moins chères que les alternatives fossiles ou nucléaires. Si on ne disposait pas aujourd'hui de ces technologies bas carbone à bas prix, alors peut-être que oui, ça serait intéressant de se dire bon bah le nucléaire, il a ses problèmes, il crée de la pollution sur des générations et des générations à venir, mais bon, c'est quand même mieux que aujourd'hui les énergies fossiles. Mais en fait, on n'a pas à faire ce choix cornélien, on n'a pas à rentrer dans ce dilemme-là de devoir choisir entre la peste du réchauffement climatique ou le choléra des déchets radioactifs sur des dizaines de milliers d'années. On a des technologies bas carbone qui sont compétitives. Et c'est là-dedans qu'il faut mettre tous nos investissements. Sur la taxonomie, moi je pense donc cette standardisation de
qu'est-ce qui est écologique, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a des évolutions qui sont importantes. Il faut effectivement réglementer cette standardisation. Donc, c'est positif que l'Union européenne se soit engagée dans cette voie-là. Vous savez, moi, par exemple, il y a quelques mois, ma banque, la Banque Postale, pour ne rien vous cacher, me propose un placement écologique. Donc, je regarde un petit peu le contenu du portefeuille qu'il y a derrière. C'est une assurance vie, tout ce qu'il y a de plus basique sur le support. Mais derrière, il y a quoi? Je regardais, il y avait des actions de tel ou tel groupe pétrolier français qui continue aujourd'hui d'investir dans le développement de nouveaux champs de pétrole et de gaz, alors qu'il a été bien établi, notamment par l'Agence internationale de l'énergie, dans l'un de ses derniers rapports, que si on veut rester dans les clous par rapport à l'objectif de 2 degrés d'ici à une hausse maximum de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, plus d'investissements nouveaux dans le pétrole, dans le charbon, dans le gaz. Donc là, on a vraiment une sorte de dissonance cognitive où certains pourraient appeler ça greenwashing. Donc c'est vraiment important d'avoir cette standardisation, ces taxonomies qui nous permettent de faire la part des choses. Maintenant, il y a aussi des limites dans cette taxonomie, notamment sur la question est-ce qu'on inclut ou pas le nucléaire, est-ce qu'on inclut ou pas le gaz dans des investissements verts. En mon sens, on ne devrait pas. C'est quand même des points de tension, des points compliqués dans les négociations qu'il y a aujourd'hui, mais ça va dans le bon sens. Dernier point peut-être sur la question des investissements. Vous avez beaucoup d'acteurs du monde privé, notamment des fonds de pension, qui disent voilà, il faut désinvestir du pétrole. C'est bien ces évolutions-là, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de réglementation étatique forte, on ne sera pas à la hauteur de l'accélération requise. Là. Il faut vraiment qu'on accélère la cadence. Et pour ça, il faut à la fois des politiques fiscales, je pense, sur les investissements, mais il faut aussi réglementer. C'est-à-dire que les États, et si la France commençait à le faire, il pourrait y avoir une sorte d'effet positif, effet d'influence au niveau européen, vraiment interdire tous les investissements dans les nouveaux champs de recherche pétrolifères ou gaziers. Et je pense que quand on pense la question des investissements, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est réglementation des investissements privés pour les empêcher de continuer de développer de nouveaux projets qui vont par définition nous faire sortir des clous du point de vue de tous les scénarios de prospective qui ont été développés jusqu'à présent. Alors, Lucas, vous venez de faire allusion au désinvestissement dans les énergies polluantes. On sait qu'il y a un certain nombre de banques françaises ou étrangères qui, très précisément pour parler de la Pologne, vont voir les électriciens polonais et leur disent, voilà, on vous finance depuis 30 ans, mais si vous ne faites pas tel ou tel effort assez rapidement, eh bien, on va cesser de vous financer, on va retirer nos billes de votre compagnie parce qu'on estime que vous n'êtes pas viable à long terme et donc vous êtes un mauvais investissement. Quand on fait ça, ce qui est climatiquement responsable, ça déclenche, et c'est très lié au sujet des inégalités dont on parle aujourd'hui, ça peut déclencher des plans massifs sociaux, du chômage. Voilà un cas typique où l'accélération climatique et la dimension sociale entrent en collision. Comment faire? Peut-être un mot, et je laisse ensuite mes collègues réagir, mais cette manière de présenter les choses, c'est-à-dire en mettant en avant les conséquences sociales des politiques climatiques, c'est à la fois une possibilité, et c'est à la fois ce qui nous a fait perdre 20 ans d'action. C'est-à-dire que le lobby du carbone, le lobby du statu quo, est très intéressé par ce type de présentation du problème, puisque ça justifie totalement l'inaction. Or, on peut faire différemment. On peut mettre en place des politiques carbone assez strictes et avoir en même temps des politiques de redistribution fortes. Et donc, c'est pour ça que le message général pour moi aujourd'hui, c'est quand même de dire on ne peut pas accélérer cette transition si on n'a pas en même temps des politiques de redistribution importantes, massives, vers les ménages modestes, vers les ménages contraints, vous savez, il ne s'agit pas de sauver les emplois, il s'agit de
protéger et d'accompagner les personnes. Donc, des politiques d'accompagnement, de versement de transferts sociaux, s'assurer que les revenus sont maintenus alors que vous perdez votre emploi parce qu'une filière est en train de se terminer. Bon, ça, ce sont des choses que les États-providence ont inventées au XXe siècle et en théorie sont capables de le faire parce qu'on l'a déjà fait sur d'autres types de secteurs. On ne l'a pas toujours bien fait. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, il y a une tentative de baisser la voilure sur l'État-providence, sur les politiques de redistribution. Mais les fondamentaux de la machine sont là. Ils existent, en tout cas dans les pays, dans les pays riches, qui doivent, ce sont eux qui doivent réduire davantage leurs émissions que les autres. Donc voilà, accompagner des personnes pour que certains secteurs effectivement décroissent jusqu'à zéro, c'est quelque chose qu'on est censé savoir faire et c'est vraiment là-dedans qu'il faut flécher nos investissements sociaux aujourd'hui. Comment le faire ? Avec davantage de politiques fiscales progressives, c'est-à-dire qui vont mettre à contribution ceux qui ont les moyens davantage que ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de contribuer à l'impôt, de contribuer au financement de la protection sociale. Merci Lucas. Marc, peut-être sur cet arbitrage. Oui, j'avais envie d'abonder effectivement tout à fait dans le sens de Lucas sur la transition sociale qui est tout à fait gérable parce qu'on parle de secteurs qui sont très capitalistiques. Les mines de charbon, ça va être plus que c'était il y a 50 ans. Maintenant, c'est des grosses machines, mais très peu de personnes. Donc le problème n'est pas tant effectivement la gestion de cette transition au niveau des personnels. C'est un problème, mais on sait le gérer, comme le disait Lucas. Il y a un vrai problème qui est un peu plus compliqué à gérer, c'est le problème des actifs échoués, comme on dit, c'est-à-dire la valeur des réserves qui va se perdre si on ne peut pas les exploiter. Et ça met en cause non seulement les entreprises d'extraction d'énergie, mais ça met en cause aussi la stabilité financière du secteur qui les finance. Donc ça, c'est un vrai souci parce que ça pose un problème d'expropriation ou de compensation qui est assez considérable. On sait qu'on doit laisser dans le sol l'essentiel des réserves de charbon et une très grande partie des réserves de pétrole qui sont connues déjà et qui ont une valeur économique, qui sont dans les bilans des entreprises et qui sont dans aussi les bilans des banques. Donc ça, c'est un véritable problème. Je ne crois pas que les responsables politiques s'y attaquent avec la plus grande transparence. Et Céline et Julie, est-ce que sur ce sujet de transition climatique, arbitrage social, vous avez envie de réagir ? Oui, juste de rajouter, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucas et les mêmes problèmes se posent dans les pays en développement. Et en fait, on peut assez vite trouver des synergies entre des politiques de réduction d'émissions et les objectifs de développement. Finalement, la fiscalité carbone, c'est une bonne politique fiscale pour un pays en développement, pour un gouvernement qui a besoin de générer des revenus, parce qu'en général, c'est difficile de taxer les gens dans un pays en développement. Il y a une part importante du travail qui est informelle, il y a beaucoup d'évasion fiscale, et en réalité, une taxe à la source sur le carbone, c'est beaucoup plus facile à collecter que sur le travail ou les revenus. Et ensuite, avec des politiques de redistribution assez simples, y compris juste redistribuer le même montant à l'ensemble de la population, on se retrouve avec des politiques redistributives, puisqu'en fait, ce sont les plus riches qui vont payer la taxe carbone et les plus pauvres qui vont bénéficier de la redistribution. Après, on peut faire des choses plus compliquées pour avoir un effet redistributif encore plus important. On peut utiliser l'argent pour investir dans les systèmes de santé, d'éducation, les infrastructures nécessaires. Mais en général, en fait, c'est assez simple d'utiliser les politiques environnementales dans le sens des objectifs de développement. Merci. Ouais, moi peut-être pour revenir quand même sur ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter un changement climatique très important avec des impacts irréversibles, généralisés et graves. C'est quand même ça qu'on essaye d'éviter. Ce qu'on sait, c'est que tant que les émissions nettes de gaz à effet de serre,
particulier du CO2, les émissions nettes de CO2 s'aggravent. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est atteindre 0 émission nette de CO2. Ça veut dire des transformations absolument majeures des grands systèmes, des systèmes énergétiques, des systèmes de transport, des infrastructures de nos villes. Et donc, il s'agit de lancer, d'accompagner, de permettre ces transformations-là qui sont massives et qui sont assez radicales. Et plus on les fera vite, plus on évitera des impacts du changement climatique qui sont graves. Et sur la question des inégalités, si on regarde à l'échelle mondiale, ce qui est le plus régressif, c'est le changement climatique lui-même et ses impacts. Et c'est ça qui est quand même en premier lieu ce qu'on regarde. Et au point que, quand on discutait les questions d'inégalité intergénérationnelle et des générations futures qui sont plus riches. Alors déjà, les impacts du changement climatique, on les voit aujourd'hui, et les impacts à venir, c'est déjà nos générations, hein. C'est pas tout à fait très très loin dans le futur. Et par ailleurs, pour certains impacts, on a quand même une incertitude au-delà de certains seuils d'impact franchement catastrophique qui ferait qu'une partie de l'humanité serait franchement moins riche qu'aujourd'hui. Et cette incertitude-là et ce risque-là aussi, c'est une raison de plus de chercher à l'éviter. Et pour l'éviter, il faut réduire vite les émissions de gaz à effet de serre. Et pour que ce soit faisable, il faut s'occuper de la question sociale pour accompagner les transformations. Mais en fait, ces transformations, elles sont inéluctables. Il faut qu'on y arrive. Voilà. Alors, merci Céline. Alors, on approche de la fin de la table ronde. Vous venez de dire qu'il faut réduire les émissions rapidement. Et justement, je voudrais revenir à ma question tout à l'heure sur le benchmark. Si on essaye de comparer entre elles les grandes régions, les États-Unis, l'Europe et la Chine, on a parfois l'impression, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le pays aujourd'hui qui pollue le plus, on le sait, c'est la Chine. Pas en cumulé, mais aujourd'hui, c'est la Chine. On a également l'impression que c'est la Chine qui fait localement des efforts considérables et très puissants contre la pollution et le réchauffement climatique. Alors, je pose la question sous cette forme-là. Est-ce que, puisqu'il faut aller vite, ne risque-t-on pas d'entrer dans un système où il y aurait une sorte de prime à la dictature, c'est-à-dire que ceux qui peuvent aller très très vite et imposer rapidement des modifications, ce ne sont pas forcément les régimes les plus démocratiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Et est-ce que c'est vrai ? Si personne ne se précipite pour répondre à la question, je vais essayer de lancer quelques idées. Vous parlez de dictature, il faudrait préciser de quelle dictature il s'agit, parce que la distinction entre démocratie et non-démocratie est assez arbitraire. Les démocraties qui se prétendent démocratiques sont très imparfaites aussi, et donc il faudrait raisonner en termes de degrés et de qualité de gouvernance. Il se trouve que les régimes autoritaires, la Chine y compris, sont généralement entachés d'un certain niveau de corruption, notamment au niveau local, qui est assez important. Donc, il n'est pas sûr qu'il y ait une prime à la dictature politique, mais on voit bien, on constate qu'il y a certainement un handicap à la dictature financière que nous avons dans la plupart de nos pays dits démocratiques, où de grands intérêts sont beaucoup plus puissants que les populations ordinaires. Donc voilà, c'est plutôt, on devrait poser plutôt la question en termes de qualité de gouvernance et de la façon dont les vrais intérêts des populations sont pris en compte par différents types d'institutions. Merci. Est-ce que Lucas, Julie ou Céline, vous avez un point de vue ? Peut-être un mot, parce que cette question sur quel régime politique pour opérer la transition
cette question a été soulevée au début de la crise du Covid. On se rappelle, hein, oh, mais regardez la Chine, ils sont capables de faire tout mieux que ce que nous on fait en Europe parce que finalement c'est un régime qui est beaucoup plus fort et qui est beaucoup plus centralisé et qui est une dictature numérique quasi parfaite. Bon, avec un an et demi de recul, on voit que tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été sans, sans critique en Europe, mais quand même, on a des démocraties qui ont tenu bon et qui, sur les indicateurs objectifs de lutte face à la pandémie, n'ont pas vraiment à rougir face aux dictatures dans différentes parties du monde, et peut-être même face à certaines dictatures, on fait en fait beaucoup mieux. Donc je pense que cette question, en fait, elle nous détourne un petit peu des débats. Les démocraties peuvent agir dans des situations de crise. On l'a vu avec la crise du Covid et on peut aussi apprendre de cette crise du Covid pour se rendre compte que ce qu'on a été capable de faire en quelques mois, en quelques semaines, de fixer des quotas sur certains types de production industrielle, de se dire qu'on allait davantage piloter tel ou tel secteur de l'économie, qu'on allait fixer des prix sur tel ou tel bien ou peut-être service. On a été capable de le faire. On pensait que c'était impossible de le faire quelques semaines plus tôt parce que, en fait, il y avait une chose qui était inaliénable, c'était la liberté absolue du marché. En réalité, on peut réencastrer l'activité économique pour servir des objectifs qui sont plus immédiats et qui sont plus importants. Et on l'a vu avec le Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne de cette crise-là, la crise du Covid, pour accélérer la transition et pour que les gouvernements, les puissances publiques puissent jouer leur rôle à plein. Et on peut le faire dans le cadre d'une démocratie. Il faut des garde-fous, bien entendu, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus en tout cas que les États peuvent faire aujourd'hui beaucoup plus en démocratie. Très bien. Merci beaucoup. Céline, peut-être, si vous souhaitez avoir le dernier mot sur ce sujet du benchmark mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique au service de la réduction des inégalités. Oui, enfin, peut-être pour compléter un petit peu ce que mes collègues ont dit et apporter un autre élément, ce qui me semble quand même, c'est que on a fondamentalement besoin de se poser la question de c'est quoi le futur commun désirable qu'on veut construire, et que pour ça, on a besoin de débats publics, qui a des expériences en démocratie qui se sont faites en France. Hein, la Convention citoyenne sur le climat qui a montré que des citoyens pouvaient tout à fait s'emparer de la question à la hauteur des enjeux et proposer des choses. Il y a des types de débats comme ça à des échelles plus locales aussi, au sein des territoires, pour se poser la question de quel choix on fait au niveau d'un territoire pour à la fois avoir des émissions faibles, mais aussi s'adapter face au changement climatique. On n'a pas beaucoup parlé d'adaptation. Je pense qu'il y a quand même une grosse question d'adaptation aujourd'hui. On est assez mal préparé et avec derrière des questions d'inégalité assez fortes. Je pense qu'il est temps qu'on s'en embarque et qu'on s'en dans un débat public qui inclut les citoyens aux différentes échelles, de local à national. Merci beaucoup. Merci à tous. Maintenant, cette table ronde est terminée. Il est 15h30. Merci à tous les quatre. Et on retourne aux journées de l'économie. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.